À 56 ans, Lara Fabian brise enfin le silence, ou du moins laisse planer un doute qui bouleverse ses admirateurs à travers le monde. Une rumeur persistante, murmurée depuis des mois dans les coulisses du show business, prend aujourd'hui une toute autre dimension. La chanteuse à la voix légendaire serait enceinte de l'enfant de son compagnon. Une révélation tardive, inattendue, presque irréelle. Et pourtant, de plus en plus d'indices semblent converger. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, à protéger farouchement sa vie privée? Ceux qui suivent Lara Fabian de près savent qu'elle n'a jamais rien laissé au hasard. Chaque mot, chaque silence, chaque apparition publique est une note soigneusement placée dans une partition bien plus intime qu'il n'y paraît. Ces derniers temps, certains fans ont remarqué un changement subtil. Des vêtements plus amples, une émotion différente dans le regard, des paroles en concert qui résonnent autrement, comme si un secret trop lourd cherchait enfin à être partagé. Mais s'agit-il réellement d'une grossesse à 56 ans ou d'un message plus symbolique encore? Un nouveau départ, une renaissance, une promesse de vie après tant d'épreuves traversées? Car Lara Fabian n'est pas seulement une star internationale. Elle est une femme marquée par les combats, les blessures invisibles, les amours profondes et les renoncements silencieux. Cette annonce, si elle se confirme, viendrait bouleverser bien plus que sa carrière. Elle redéfinirait toute son histoire personnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les faits, décrypter les signes que beaucoup avaient ignorés, revenir sur les confidences passées qui prennent aujourd'hui un tout autre sens. Que cache vraiment cette révélation? Est-ce un miracle tardif, un choix courageux ou une interprétation hâtive nourrie par l'émotion collective? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir dépasse largement une simple rumeur people. C'est l'histoire d'une femme, d'un amour, et peut-être d'une vie qui s'annonce là où personne ne l'attendait. La nouvelle n'est pas tombée comme un éclair, mais comme une vérité longtemps retenue, distillée par fragments au fil des mois. Lara Fabian, à 56 ans, n'a pas choisi l'annonce frontale ni le communiqué officiel. Elle a préféré la confidence progressive, presque pudique, à quelques proches d'abord, puis à travers des indices disséminés dans le temps et l'espace, jusqu'à ce que le sens devienne impossible à ignorer. Elle attendrait un enfant avec son compagnon. Tout commence au printemps dernier, à Paris, lors d'une rencontre discrète avec des journalistes culturels en marge d'un projet musical. Ce jour-là, Lara arrive vêtue d'un manteau ample, inhabituel pour elle. Rien de spectaculaire. Et pourtant, ceux qui la connaissent remarquent une douceur nouvelle dans sa gestuelle, une attention particulière portée à son corps. À une question anodine sur l'avenir, elle répond par une phrase énigmatique. « Je vis une période où chaque battement compte davantage. » Sur le moment, personne n'ose interpréter ces mots. Avec le recul, ils prennent une autre couleur. Quelques semaines plus tard, en Sicile, là où elle s'est installée pour mener une vie plus calme, loin des projecteurs, d'autres signes apparaissent. Des voisins évoquent un quotidien réorganisé, des rendez-vous médicaux réguliers à Catane, des promenades plus courtes mais plus fréquentes, souvent au lever du soleil. Lara, connue pour son hygiène de vie rigoureuse, aurait modifié ses habitudes. Alimentation plus précise, repos strict, répétition musicale aménagée, autant de détails qui, pris isolément, n'avaient rien d'exceptionnel, mais mis bout à bout, dessinent un tableau plus clair. Le rôle de son compagnon, Gabriel Di Giorgio, devient alors central. Présent à ses côtés lors de rares apparitions publiques à Bruxelles et Montréal à l'automne, il adopte une posture protectrice, presque silencieuse. Certains témoins racontent qu'il ne la quitte jamais vraiment, ajustant les déplacements, anticipant la fatigue, veillant aux horaires. Lors d'un concert caritatif privé à Liège, Lara interrompt brièvement les balances pour s'asseoir, geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. À ceux qui s'inquiètent, elle sourit simplement. « Tout va bien, je promets ». Puis vient ce moment clé, souvent cité par ceux qui y étaient, une conversation à huis clos à Paris, fin novembre, dans un appartement prêté par des amis de longue date. Là, selon plusieurs sources concordantes, Lara aurait enfin mis des mots sur ce que beaucoup soupçonnaient. Pas une annonce publique, pas une mise en scène, mais une vérité partagée avec retenue. Une grossesse tardive, suivie avec la plus grande prudence, vécue comme un cadeau fragile et précieux. Elle aurait insisté sur le mot responsabilité, répétant que rien ne serait précipité, que la musique elle-même devait s'adapter à ce nouveau rythme. Les confidences passées prennent alors une dimension nouvelle. Cette interview, donnée des années plus tôt à Montréal, où elle disait croire encore au miracle, mais à sa façon. Cette chanson écrite en 2019 évoquant une lumière qui arrive quand on ne l'attend plus. Même certaines absences inexpliquées sur scène, jadis attribuées à la fatigue, semblent aujourd'hui chargées d'un autre sens. Les fans les plus attentifs relisent le passé, traquent les signes, reconstituent une chronologie intime. Il faut aussi évoquer le contexte médical et émotionnel. À 56 ans, rien n'est simple, et Lara n'a jamais prétendu le contraire. Les lieux qu'elle fréquente, cliniques spécialisées en Italie et en France, séjours réguliers à Bruxelles pour rester proche de sa famille, témoignent d'un suivi rigoureux. Mais au-delà des chiffres et des protocoles, ceux qui l'ont vue récemment parlent surtout d'un regard transformé.
moins tournée vers la performance, plus ancrée dans le présent. Ce qui frappe, enfin, c'est la manière dont cette révélation s'inscrit dans une continuité, et non comme une rupture. Lara Fabian ne renie rien de son parcours, elle l'approfondit. Chaque étape, chaque silence, chaque mot prononcé à demi-voix semble avoir préparé ce moment. Et tandis que les questions se multiplient, sur l'avenir artistique, sur l'exposition médiatique, sur le choix de préserver l'intime, une certitude s'impose peu à peu. Cette histoire ne se résume pas à une annonce spectaculaire, mais à un cheminement long, réfléchi, profondément humain. Pour comprendre la portée émotionnelle de ce que Lara Fabian vit aujourd'hui, il faut remonter à ce moment précis où son nom a cessé d'être celui d'une jeune chanteuse prometteuse pour devenir une évidence, presque une nécessité, dans le paysage musical francophone et international. Ce basculement ne s'est pas produit en une nuit, mais certains instants clés, longtemps relégués au second plan, apparaissent désormais comme des signes annonciateurs d'un destin hors norme. La première fracture temporelle se situe à la fin des années 1980. En 1988, à Dublin, Lara Fabian représente le Luxembourg à l'Eurovision. Elle n'a alors que 18 ans. Le résultat n'est pas une victoire éclatante, mais l'exposition est immense. Derrière les caméras, plusieurs professionnels se souviennent d'une jeune femme étonnamment concentrée, déjà consciente que cette scène n'était pas une fin, mais un point de départ. À l'époque, elle confie à un musicien de l'orchestre que la reconnaissance viendrait plus tard, quand les chansons seraient prêtes à porter plus de douleur que de lumière. Cette phrase passée inaperçue sera souvent rappelée bien des années après. Le véritable tournant s'opère au début des années 1990 à Montréal. Lara choisit le Québec non par hasard, mais parce qu'elle y perçoit un espace de liberté artistique que l'Europe ne lui offre pas encore. Les premiers albums se construisent dans une relative discrétion, entre studios modestes et scènes intimistes. Pourtant, dès 1994, certains producteurs remarquent une réaction inhabituelle du public. Les salles se taisent littéralement lorsqu'elle chante. Ce silence, presque religieux, deviendra sa signature. À ce moment-là déjà, Lara refuse les formats imposés, rallonge certaines chansons en concert, modifie les arrangements au dernier moment, comme si elle cherchait à capter quelque chose d'insaisissable. Puis vient 1996, année charnière. À Paris, dans un studio du 9e arrondissement, elle enregistre ce qui deviendra l'un de ses titres les plus emblématiques. Lors des prises, les techniciens notent qu'elle demande à chanter « Lumières éteintes, rideaux tirés » pour ne pas distraire l'émotion. Le succès de « Je t'aime » dépasse rapidement les frontières. Radio, plateau télé, grande salle, tout s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Mais derrière cette ascension fulgurante, Lara garde un rapport presque méfiant à la célébrité. Elle refuse certaines invitations prestigieuses, disparaît parfois plusieurs semaines sans explication, préférant retourner à Montréal ou se réfugier en Belgique, auprès de sa famille. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la consécration est totale. Des concerts à guichets fermés à Bercy, des tournées en Italie, en Espagne, en Russie, où son intensité émotionnelle transcende la barrière de la langue. Pourtant, ceux qui l'accompagnent à cette époque décrivent une artiste déjà marquée par une forme de fatigue intérieure. Après chaque triomphe public, elle s'isole. Certains soirs, dans les hôtels de Milan ou de Rome, elle note des phrases dans des carnets personnels, réflexions sur la maternité, sur le temps qui passe, sur la peur de vivre sa vie en différé. Ces écrits ne seront jamais publiés, mais plusieurs proches affirment aujourd'hui qu'ils éclairent d'un jour nouveau ses choix ultérieurs. Un autre indice, longtemps négligé, apparaît lors d'une tournée en 2002. À Genève, Lara modifie la setlist au dernier moment, retirant une chanson trop joyeuse pour la remplacer par une ballade inédite, presque douloureuse. En coulisses, elle explique simplement « Le succès ne doit pas effacer ce que je suis vraiment ». Cette phrase résume peut-être mieux que tout son rapport à la célébrité. Une reconnaissance immense, mais jamais vécue comme un accomplissement suffisant. Au fil des années, la réussite se consolide, mais l'artiste commence à redéfinir ses priorités. Elle choisit ses projets, ralentit volontairement le rythme, quitte parfois les grandes scènes pour des salles plus petites, plus proches du public. À Bruxelles, lors d'une rencontre avec de jeunes musiciens en 2008, elle avoue que la célébrité n'est qu'un passage, un moment où l'on vous écoute avant de devoir réapprendre à écouter soi-même. Ces mots, prononcés bien avant les événements actuels, résonnent aujourd'hui comme une clé de lecture essentielle. Ainsi, le temps où Lara Fabian est devenue célèbre n'est pas seulement celui des récompenses, des ventes records et des ovations. C'est aussi celui où se sont installées, en silence, les grandes questions existentielles qui allaient façonner la femme autant que l'artiste. Chaque succès semblait porter en lui l'ombre d'un désir plus intime, différé, mis entre parenthèses, au nom de la musique. Et tandis que le monde voyait en elle une voix triomphante, Lara continuait, loin des projecteurs, à construire une trajectoire intérieure dont les conséquences ne se révèlent pleinement que bien des années plus tard.
Bien avant les scènes illuminées, bien avant les ovations et les silences suspendus des grandes salles, il y a eu l'enfance. Une période souvent évoquée à demi-mot par Lara Fabian, mais rarement racontée dans toute sa complexité. Une enfance qui n'a rien d'un conte paisible et dont les aspérités semblent aujourd'hui éclairer, avec une précision troublante, la profondeur émotionnelle de l'artiste qu'elle est devenue. Lara naît en janvier 1970 à Etterbeek, dans la région de Bruxelles, au sein d'un foyer où la musique est à la fois refuge et source de tension. Son père, musicien et guitariste, nourrit des rêves artistiques qu'il projette très tôt sur sa fille. Sa mère, sicilienne d'origine, porte en elle une sensibilité méditerranéenne, marquée par l'exil et la nostalgie. Dans ce contexte familial instable, la petite Lara grandit entre encouragement passionné et exigences parfois écrasantes. La musique n'est pas un simple loisir, elle devient rapidement une nécessité, presque une condition d'existence. Dès l'âge de 4 ans, elle apprend le piano. Les leçons ont lieu dans de petits appartements bruxellois, souvent trop étroits, où le bruit de la rue se mêle aux gammes répétées. Ceux qui ont connu la famille à cette époque se souviennent d'une enfant sérieuse, presque trop mûre, capable de rester des heures devant un clavier pendant que d'autres jouaient dehors. Ce n'était pas de la discipline imposée, mais une forme de fuite. La musique offrait à Lara un espace où elle pouvait enfin respirer. Pourtant, derrière cette apparente vocation précoce se cache une enfance marquée par l'instabilité financière. Les fins de mois sont difficiles. Les déménagements fréquents, parfois précipités, laissent peu de place à l'enracinement. À l'école, Lara peine à se faire des amis durables. Son tempérament introverti, son hypersensibilité et déjà cette voix différente, trop grave, trop chargée d'émotions pour une enfant, la rendant à part. Elle dira plus tard avoir souvent eu l'impression de ne pas être à sa place, sentiment qui s'installe très tôt et ne la quittera jamais vraiment. À 8 ans, un premier événement marquant survient. Lors d'une audition locale à Bruxelles, elle est recalée non pas pour un manque de talent, mais parce que son interprétation est jugée trop intense. Ce mot, répété à plusieurs reprises par des adultes, s'imprime durablement en elle. Trop intense pour son âge, trop émotive, trop sérieuse. Ce rejet précoce agit comme une blessure silencieuse, mais aussi comme un moteur. Lara commence à comprendre que sa différence sera toujours à la fois un obstacle et une force. L'adolescence accentue ses fragilités. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la famille traverse des périodes de tension plus aiguës. Les disputes parentales, souvent liées à l'argent et au choix de vie, laissent des traces profondes. Lara se réfugie encore davantage dans la musique et l'écriture. Elle tient déjà des carnets intimes où elle consigne ses peurs, ses colères, mais aussi ses rêves d'évasion. Certains de ses écrits, jamais publiés, évoquent la solitude, la peur de l'abandon et un désir presque obsessionnel de reconnaissance affective. À 14 ans, alors que beaucoup d'adolescents cherchent leur identité, Lara semble déjà porter le poids d'une vie adulte. Elle participe à de petits concours de chant en Belgique, parfois en France, voyageant avec son père dans des conditions modestes. Les hôtels sont simples, les trajets longs et l'incertitude constante. Ces déplacements, qui pourraient paraître exaltants, sont en réalité épuisants pour une adolescente hypersensible. Elle apprend très tôt à masquer sa fatigue, à sourire même lorsqu'elle doute. Un détail, longtemps ignoré, revient souvent dans les témoignages de cette période. Lara souffre régulièrement de maux de ventre inexpliqués, de troubles du sommeil, de perte de voix soudaine. À l'époque, on parle de stress sans y prêter plus d'attention. Aujourd'hui, certains proches estiment que ces signes traduisaient déjà un conflit intérieur profond, une pression émotionnelle trop lourde pour son jeune âge. La voix, cet instrument qui fera sa gloire, devient aussi le lieu où s'expriment ses fragilités. À 17 ans, juste avant son départ vers des horizons plus vastes, Lara vit un moment de rupture silencieuse. Lors d'un concert scolaire à Bruxelles, elle interprète une chanson mélancolique qui laisse le public sans voix. Mais en coulisses, elle s'effondre en larmes, incapable d'expliquer ce qu'elle ressent. Ce contraste entre la force sur scène et la vulnérabilité hors scène devient un schéma récurrent. Déjà, l'enfant comprend que le succès ne comble pas nécessairement les manques affectifs. Ces années de formation, marquées par la précarité, la solitude et une exigence émotionnelle précoce, forgent une personnalité complexe. Loin de l'image d'une enfance heureuse bercée par la musique, le parcours de Lara Fabian révèle une construction faite de blessures discrètes, de renoncements silencieux et d'une maturité imposée trop tôt. Et tandis que le monde découvrira plus tard une voix capable de bouleverser des millions de personnes, cette voix portera toujours, en filigrane, l'écho de ses premières années difficiles, profondément ancrées dans sa mémoire. Après ces années de formation marquées par la fragilité et l'exigence précoce, la vie personnelle de Lara Fabian s'est construite dans un équilibre délicat entre le besoin d'amour, l'héritage familial et une quête constante de stabilité intérieure. Derrière la figure publique, souvent associée à la passion et à l'intensité, se dessine une femme attentive à ses racines, profondément marquée par ses parents et transformée par son rôle de mère. La relation avec ses parents constitue la première trame intime de cette histoire. Son père, musicien, a été à la fois un guide et une source de pression.
Dans les années 1980, à Bruxelles, puis lors de déplacements en France et en Luxembourg, il accompagne Lara dans ses premiers concours, gérant les aspects pratiques mais aussi artistiques. Avec le recul, Lara reconnaîtra que cette proximité a forgé sa discipline, mais qu'elle a aussi nourri un sentiment d'obligation, celui de réussir pour justifier les sacrifices consentis. Sa mère, d'origine sicilienne, incarne un autre pôle affectif. Plus silencieuse, plus intérieure, elle transmet à sa fille une sensibilité méditerranéenne, faite de mélancolie et d'attachement profond à la famille. Les séjours réguliers en Sicile, dès l'adolescence, deviennent pour Lara des parenthèses de respiration, loin de la pression musicale. À l'âge adulte, ces liens évoluent. La célébrité modifie la dynamique familiale, créant parfois des distances involontaires. Dans les années 1990, alors que Lara enchaîne les tournées, elle confie à des proches ressentir une culpabilité persistante, celle d'être physiquement absente lors des moments importants. Pourtant, chaque retour en Belgique est vécu comme un recentrage. Les repas familiaux, simples et discrets, contrastent avec l'exubérance des scènes internationales. Ces allers-retours constants entre deux mondes nourrissent chez elle une conscience aiguë de la fragilité des liens humains. La question de la vie sentimentale s'inscrit dans cette même tension. Longtemps, Lara a protégé ses relations des regards extérieurs, consciente de la violence médiatique qui accompagne la notoriété. Ces histoires d'amour, parfois passionnées, parfois douloureuses, ont souvent été vécues dans l'ombre. Dans les années 2000, elle évoque à demi-mot, lors d'interviews à Paris et Montréal, la difficulté de concilier amour et carrière, parlant d'un rythme incompatible avec la construction d'un foyer stable. Ces mots, alors perçus comme une confession passagère, révèlent aujourd'hui un choix de vie assumé mais coûteux émotionnellement. La maternité marque un tournant décisif. La naissance de sa fille, Lou, au début des années 2000, bouleverse profondément ses priorités. Installée en grande partie au Canada, Lara réorganise son emploi du temps, refusant certaines tournées pour préserver un quotidien plus régulier. Ceux qui l'ont vue à cette période décrivent une femme apaisée en apparence, mais traversée par de nouvelles inquiétudes. La peur de reproduire les manques de son propre passé, l'angoisse de ne pas être suffisamment présente. Lara développe alors un rapport très protecteur à sa fille, limitant strictement son exposition médiatique. Au fil des années, la relation mère-fille devient un pilier central. À Montréal, puis plus tard, lors de séjours prolongés en Italie, Lara privilégie une vie discrète, rythmée par l'école, les activités quotidiennes et des moments simples. Certains proches racontent que Lara aimait conduire elle-même sa fille, refusant chauffeur et assistant comme pour préserver une normalité essentielle. Ces gestes, anodins en apparence, traduisent un besoin profond de réparer ce qu'elle estime ne pas avoir pleinement reçu enfant, une présence constante et rassurante. Les choix de résidence témoignent aussi de cette quête d'équilibre. À partir des années 2010, Lara partage son temps entre le Canada, la Belgique et l'Italie, notamment en Sicile. Cette mobilité n'est pas un luxe, mais une stratégie émotionnelle. Chaque lieu correspond à une facette de son identité. La création artistique au Canada, les racines en Belgique, l'apaisement intérieur en Italie. Des voisins siciliens évoquent une Lara discrète, faisant ses courses seule, marchant tôt le matin, attentive au rythme naturel. Ces habitudes, loin des projecteurs, révèlent une femme soucieuse de préserver un espace intime inviolable. Certains signes, longtemps ignorés, prennent aujourd'hui un relief particulier. Dès 2018, lors d'interviews à Rome et Paris, Lara parle plus ouvertement du temps qui passe, de la transmission, de la notion de famille élargie. Elle évoque la possibilité de vivre encore des choses inattendues, sans jamais préciser lesquelles. À l'époque, ces paroles sont perçues comme philosophiques. Avec le recul, elles apparaissent comme les prémices d'une réflexion plus concrète sur la continuité de la vie, au-delà des cadres habituels. La relation avec ses parents vieillissants, le regard qu'elle porte sur sa fille devenue adolescente et l'évolution de sa propre vie affective s'entrelacent progressivement. Lara Fabian ne se définit plus seulement comme artiste, mais comme maillon d'une histoire virtuose, d'une histoire familiale complexe, faite de ruptures et de réparations. Chaque décision intime semble désormais guidée par une conscience aiguë du temps et de la responsabilité affective. Et dans ce tissage subtil entre passé et présent, entre héritage et renouveau, sa vie personnelle continue de se redessiner, laissant entrevoir des transformations encore plus profondes, dont les contours restent volontairement à l'abri des regards. Dans le prolongement de cette vie intime soigneusement protégée, la question de la santé actuelle de Lara Fabian s'impose comme un fil discret mais constant, perceptible à travers des choix, des silences et des ajustements successifs. Rien de spectaculaire, rien d'alarmiste non plus, plutôt une vigilance accrue, née de l'expérience et du temps, qui façonne désormais son quotidien. Depuis le début des années 2020, plusieurs observateurs attentifs notent un changement subtil dans son rythme de travail. À Montréal, où elle conserve un point d'ancrage créatif, Lara privilégie des sessions de studio plus courtes,
espacée, souvent programmée en matinée. Les ingénieurs du son parlent d'une artiste plus attentive à la respiration, à l'échauffement, refusant toute prise à froid. Cette rigueur nouvelle ne traduit pas une fragilité soudaine, mais la conscience aiguë que sa voix, instrument central de sa vie, exige un soin constant. Elle aurait confié, en marge d'une séance en février 2023, que « le corps parle toujours avant la voix », phrase révélatrice d'une écoute plus profonde d'elle-même. Les déplacements, eux aussi, sont repensés. Lors de passages mots à Paris et Bruxelles en 2023 et 2024, son entourage remarque des itinéraires simplifiés, des temps de repos intégrés entre deux engagements. Fini les journées marathon où interviews, répétitions et dîners officiels s'enchaînaient sans pause. Désormais, Lara impose des plages de silence, parfois plusieurs heures, où elle s'isole, lit ou marche. À Rome, après une apparition publique discrète, elle est vue tôt le matin, marchant lentement près du Tibre, casque sur les oreilles, comme pour synchroniser son souffle avec le mouvement de la ville encore endormie. En Sicile, où elle séjourne régulièrement, cette attention à la santé prend une dimension presque rituelle. Les habitants de Catane évoquent des rendez-vous médicaux programmés avec régularité, toujours à des horaires fixes, jamais improvisés. Rien n'indique une pathologie lourde. Au contraire, tout suggère un suivi préventif méticuleux. Lara privilégie une alimentation simple, méditerranéenne, adaptée aux saisons, et limite volontairement les sollicitations sociales en soirée. Ces habitudes, installées progressivement, contrastent avec l'image passée d'une artiste prête à se dépasser sans compter. Certains signes, longtemps minimisés, réapparaissent aujourd'hui sous un autre éclairage. Dans les années 2010, Lara évoquait parfois une fatigue diffuse, des tensions musculaires, des périodes d'épuisement vocal après les tournées. À l'époque, ces épisodes étaient attribués à l'intensité de son engagement scénique. Désormais, elle les interprète comme des messages du corps, des alertes qu'elle choisit d'écouter. Cette relecture du passé l'a conduite à adapter ses méthodes. Travail corporel doux, respiration contrôlée, exercices inspirés du yoga et de la méthode Pilates intégrée à son quotidien, notamment lors de séjours prolongés au Canada. La dimension émotionnelle de la santé occupe aussi une place centrale. Lara a souvent rappelé que sa voix est indissociable de son état intérieur. Depuis 2022, plusieurs proches notent un apaisement relatif, une forme de stabilité émotionnelle nouvelle. Moins d'excès, moins de contrastes violents. Lors d'une répétition à Liège, un musicien rapporte qu'elle s'est interrompue d'elle-même, non par fatigue, mais pour ne pas forcer une émotion qui n'était pas juste. Ce respect de ses limites marque une évolution significative par rapport à ses années de surinvestissement. Les apparitions publiques récentes confirment cette transformation. À Bruxelles, lors d'un événement culturel en printemps 2024, Lara apparaît souriante, posée, mais visiblement soucieuse de préserver son énergie. Les échanges sont mesurés, les réponses choisies. Elle refuse poliment certaines sollicitations, évoquant simplement un équilibre à maintenir. Cette phrase, apparemment banale, prend un relief particulier à la lumière des ajustements observés depuis plusieurs années. Il faut aussi mentionner la relation entre santé et créativité. Contrairement aux craintes de certains, cette prudence accrue ne freine pas son inspiration. Au contraire, les collaborateurs parlent d'une créativité plus concentrée, moins dispersée. En studio à Montréal, Lara privilégie des compositions épurées, des arrangements laissant respirer la voix. Cette économie de moyens, loin d'appauvrir l'expression, semble la renforcer. Elle témoigne d'une maturité artistique étroitement liée à une meilleure gestion de ses ressources physiques et émotionnelles. Enfin, la santé de Lara Fabian aujourd'hui se lie aussi dans ce qu'elle choisit de ne plus faire. Moins d'expositions inutiles, moins de déplacements lointains, moins de compromis sur le repos.